Les États-Unis n'ont pas fait pression sur Israël pour qu'il mette fin à son occupation, au motif que la direction palestinienne n'est pas unifiée. En plus de l'autorité palestinienne et du Fatah, il y a des groupes comme le Hamas, le Djihad islamique et le Front populaire. Certains de ces groupes se livrent au terrorisme et certains ne reconnaissent pas Israël. Aucun n'est particulièrement démocratique. En revanche, les Sahraouis de l'Ouest ont le Polisario, qui est unifié. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec leur politique et qu'il y ait des dissensions, ils sont reconnus comme le gouvernement légitime. Il n'y a pas de faction rivale. Ils n'ont jamais remis en question le droit d'existence du Maroc, ne sont jamais livrés au terrorisme et sont relativement démocratiques. En d'autres termes, ils ont fait beaucoup de choses correctement. Cette situation envoie également le message que même si les Palestiniens s'unifiaient, les États-Unis pourraient ne pas soutenir leur autodétermination, comme ils ne l'ont pas fait pour les Sahraouis de l'Ouest. C'est une leçon troublante. Plus de gens auraient entendu parler du Sahara occidental s'ils s'étaient livrés au terrorisme, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont pris la voie la plus noble. Leur armée de guérilla n'a combattu que les forces d'occupation à l'intérieur du Sahara occidental, et ils ont poursuivi les voies diplomatiques. Pourtant, leur récompense est une occupation continue avec le soutien des puissances occidentales, résultant en un conflit gelé. And as you say, a frozen conflict. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle au Dr Steven Zunes, qui est professeur de politique et d'études internationales à l'Université de San Francisco, où il coordonne le programme d'études sur le Moyen-Orient. Il a écrit plusieurs livres importants sur la politique de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, parmi lesquels Tinderbox, US Foreign Policy and the Roots of Terrorism, la révolution soudanaise de 2019, le pouvoir de la résistance civile. Et le sujet que nous voulons réellement discuter aujourd'hui, Sahara occidental, guerre, nationalisme et conflits sans résolution. Dr Zunes, merci beaucoup de vous joindre à moi. C'est un plaisir d'être ici. Dr Zunes, je voulais vraiment discuter avec vous du Sahara occidental parce que je ne sais rien de ce conflit et il semble que ce soit l'une de ces questions qui devrait vraiment être mieux comprise. Pourriez-vous peut-être nous donner un aperçu de ce qu'est exactement le conflit? What exactly is that conflict about? Le Sahara occidental est un territoire situé sur la côte atlantique de l'Afrique du Nord, juste au sud du Maroc et juste au nord et à l'ouest de la Mauritanie. Il était autrefois connu sous le nom de Sahara espagnol et était l'une des deux possessions coloniales de l'Espagne sur le continent africain. L'Espagne, à l'instar du Portugal, a conservé ses possessions africaines plus longtemps que les autres puissances coloniales. Une révolution armée a commencé en 1973 par le peuple du Sahara occidental cherchant l'indépendance. L'Espagne a promis de leur transférer le contrôle à la fin de 1975. Cependant, le Maroc et la Mauritanie avaient d'autres projets. Ils voulaient annexer le territoire et contourner l'acte d'autodétermination, qui est requis pour un territoire non autonome, qui est une colonie. De tels territoires ont le droit à l'autodétermination, y compris l'option de l'indépendance. La Cour internationale de justice a statué que, indépendamment des revendications historiques que ces pays pourraient avoir sur le territoire, le droit à l'autodétermination était primordial. Une enquête de l'ONU a révélé que la grande majorité de la population souhaitait l'indépendance sous la direction du Front Polisario, qui était le mouvement de libération nationale, plutôt que l'union avec l'un ou l'autre des pays voisins. Le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU ont également pris position en faveur de l'autodétermination. Le Maroc a envahi et occupe une grande partie du territoire depuis lors. Il y a eu une longue lutte armée qui a été suspendue en 1990, lorsque le Maroc a finalement accepté d'organiser un référendum sur le sort du territoire. Mais ils n'ont jamais suivi.
Malgré les résolutions répétées du Conseil de sécurité appelant à un référendum où les gens pourraient décider s'ils voulaient faire partie du Maroc ou devenir un pays indépendant, le Maroc a refusé de procéder. Les États-Unis et la France, principaux alliés du Maroc, ont empêché le Conseil de sécurité de faire appliquer la résolution sous le chapitre 7, qui aurait pu inclure des sanctions ou d'autres formes de pression. En conséquence, le Maroc n'avait aucune incitation à faire des compromis. À l'automne 2020, avec le Maroc continuant de violer l'accord de cessez-le-feu sur plusieurs fronts et occupant environ 75% du territoire, le Polisario a repris la lutte armée. Cependant, cela a été très difficile car le Maroc a construit une grande barrière de séparation autour de leur section du territoire. De plus, avec l'avènement de la guerre par drone, le combat de guérilla dans le désert n'est plus aussi efficace qu'auparavant. Par conséquent, la lutte armée n'a pas beaucoup progressé et n'a pas influencé la position du Maroc. Un développement significatif a eu lieu en décembre de cette année-là, durant les dernières semaines de la présidence de Trump, lorsque les États-Unis sont devenus le premier pays à reconnaître officiellement l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Israël a suivi plus tôt cette année, devenant le deuxième pays à le faire. Ce geste a été assez choquant pour une grande partie de la communauté internationale, y compris le corps diplomatique américain et des membres des deux partis au Congrès. C'était la première fois depuis la signature de la Charte des Nations Unies que les États-Unis avaient reconnu la prise de contrôle d'un pays entier par un autre. Il est important de noter que le Sahara occidental est un État membre à part entière de l'Union africaine et a été reconnu par plus de 80 pays à divers moments. Ils maintiennent une présence diplomatique dans de nombreuses capitales à travers le monde. Essentiellement, les États-Unis reconnaissaient la prise de contrôle forcée d'un pays africain par un autre, ce qui a tendu les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Cette action a également conduit à des accusations d'hypocrisie, étant donné la position ferme des États-Unis contre les annexions illégales de parties de l'Ukraine par la Russie. L'administration Biden n'a pas inversé cette décision, ce que beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'elle fasse. Les téléspectateurs de cette chaîne sont généralement habitués à voir un ensemble de règles appliquées à un groupe de pays et un autre ensemble pour un groupe différent, qui coïncide toujours par hasard avec les intérêts géopolitiques des États-Unis. Cela semble être une pure coïncidence, mais ce n'est rien de nouveau. Cependant, ce qui me frappe comme particulier, c'est le conflit interne que nous voyons en Afrique. D'une part, nous sommes conscients qu'il y a des conflits au sein des États africains, mais la plupart des conflits africains sont en réalité des conflits intra-étatiques. À l'exception de la Corne de l'Afrique, dans l'Est, les conflits interétatiques sont très rares. Ainsi, il est intriguant de voir comment le Maroc, ayant lui-même été une colonie dans le passé, a des revendications si fortes. Je suis curieux des dynamiques en jeu là-bas. What's the dynamic there? C'est en fait un sujet très intéressant. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a été établie et a par la suite évolué en Union africaine, l'une des dispositions clés était que, aussi arbitraires que les frontières des États africains aient pu être, en raison des machinations coloniales, elles devaient être respectées. Sinon, des guerres éclateraient partout. Chaque membre de l'OUA a signé cet accord, à l'exception de la Somalie et du Maroc, qui avaient des revendications territoriales sur leurs voisins. Au milieu des années 70, la Somalie a tenté de revendiquer par la force la région de l'Ogaden dans l'est de l'Éthiopie. Ils ont été repoussés, mais le Maroc a réussi à conquérir une grande partie du Sahara occidental. Ils ont donc certainement été un cas à part dans la communauté africaine à cause de cela. Je devrais mentionner que les frontières spécifiques du Sahara occidental, telles qu'elles ont été tracées entre les colonies françaises voisines, sont quelque peu arbitraires. Les Sahraouis, le groupe ethnique qui peuple le Sahara occidental, sont distincts des Marocains.
Bien qu'ils soient tous deux d'ascendance arabe et berbère mélangée et soient en grande partie musulmans sunnites, ils parlent un dialecte appelé Hassaniya, qui est très différent de l'arabe parlé au Maroc. De plus, leur système de parenté est différent. In Morocco, their kinship system is different. They're traditionally nomadic peoples. Traditionnellement, les peuples nomades n'ont jamais eu d'émir ou de sultan, et ils ne faisaient pas partie de l'Empire ottoman. Ils ont une histoire de liberté, contrairement au Maroc, qui est un État centralisé depuis des siècles. Ils pratiquent une forme d'islam qui est assez libérale à certains égards. Par exemple, les femmes ont des droits égaux en matière d'héritage et de divorce, et elles conservent leur nom de jeune fille. Les forces d'occupation marocaines voient les femmes sahraouis comme arrogantes, ce qui a entraîné des abus sexuels et d'autres incidents désagréables dans les prisons. La population sahraoui est répartie dans tout le Sahara occidental, ainsi que dans des parties du nord de la Mauritanie, de l'extrême ouest de l'Algérie et du sud extrême du Maroc, y compris la région de Tafaya. Cependant, le Front Polisario ne réclame l'indépendance que dans les frontières internationalement reconnues du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole. Pour revenir à votre question initiale, la notion que le Maroc soit à la fois colonisé et colonisateur est effectivement intéressante. Les Marocains ne se voient généralement pas sous cet angle. Ils sont convaincus que le Sahara occidental a toujours fait partie du Maroc, sur la base de l'allégeance que certains chefs tribaux ont déclarée au sultan au XIXe siècle. La Cour internationale de justice et d'autres ont déclaré que certaines actions ne constituent pas une souveraineté. De plus, le droit à l'autodétermination est considéré comme primordial. Les Marocains voient la situation comme un conflit interétatique entre eux et l'Algérie, car l'Algérie a traditionnellement soutenu le Front Polisario, qui les a historiquement armés. Environ un tiers de la population sahraoui sont des réfugiés vivant dans des camps dans l'extrême ouest de l'Algérie, près de Tindouf, où ils se sont vus accorder une souveraineté effective par les Algériens. Le Front Polisario, officiellement connu sous le nom de République arabe sahraoui démocratique, contrôle environ un tiers de la population, ainsi que certaines zones nomades dans les zones libérées dans la partie orientale du pays. Le gouvernement marocain a convaincu la plupart de ses citoyens que les Sahraouis sont contents de faire partie du Maroc et que toute dissidence est simplement l'œuvre d'agents algériens rémunérés. Cependant, le fait qu'ils ne permettent pas un référendum libre et équitable suggère qu'ils reconnaissent que le résultat pourrait ne pas être en leur faveur si un tel vote devait avoir lieu. Oui, la géographie du Sahara occidental est assez importante. Elle est longue et étroite. La partie contrôlée par le Maroc est à l'ouest, s'étendant jusqu'à l'océan Atlantique. Ensuite, il y a une rivière, et de l'autre côté de la rivière se trouve la terre contrôlée par les Sahraouis. Il n'y a pas de rivière. C'est en fait un mur, la plus grande barrière de séparation au monde, s'étendant sur plus de 1200 kilomètres. C'est ce qui sépare les deux côtés. Les Marocains ont pu en grande partie vaincre l'insurrection grâce à cette barrière. Cela a conduit à une guerre d'usure, qui a été très coûteuse pour le Maroc et les a forcés à accepter initialement un référendum, même s'ils ne l'ont pas suivi. À l'intérieur du territoire occupé par le Maroc, la répression est assez sévère. Alors que le Maroc lui-même connaît des abus des droits de l'homme, la situation s'est quelque peu améliorée sous le règne du roi actuel. Cependant, dans le Sahara occidental occupé, la répression est incroyablement sévère. J'ai visité 87 pays, y compris l'Irak sous Saddam et l'Indonésie sous Suharto, et je n'ai jamais vu un État policier pire. Freedom House classe le Sahara occidental, occupé par le Maroc, au deuxième rang après la Syrie en termes de déni de liberté politique. Toute expression d'un désir d'autodétermination ou d'indépendance, comme agiter le drapeau du Sahara occidental, est accueillie par une répression très violente et immédiate.
Les gens disparaissent régulièrement. Il y a eu un mouvement non violent continu à l'intérieur, mené par une femme remarquable nommée Aminatou Haidar. On l'a surnommée le Gandhi Sahraoui. Elle a été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel de la paix et a remporté le prix des droits de l'homme Robert F. Kennedy, le prix Right Livelihood, ainsi que plusieurs récompenses européennes. Elle a été torturée à plusieurs reprises. C'est juste une situation très difficile. Cependant, la résistance non violente s'est poursuivie. En fait, beaucoup de gens voient le printemps arabe comme ayant essentiellement commencé là-bas, car 2 mois avant la Tunisie, il y avait un grand campement d'environ 20 000 Sahraouis qui campaient, exigeant plus de liberté civile et la fin de la discrimination. Ils avaient trop peur de réclamer ouvertement l'indépendance, mais c'était en quelque sorte sous-entendu. Les Marocains sont venus et l'ont brutalement anéanti, tuant un grand nombre de personnes. Mais la résistance a continué, à la fois à la suite de la lutte armée dans le désert et à travers diverses formes de non-coopération et d'actions directes non violentes au sein du territoire occupé par le Maroc. Quelle est la répartition de la population entre ceux qui vivent sous l'occupation marocaine et les Sahraouis qui vivent essentiellement en autogestion? Plus des 2 tiers de la population vivent sous l'occupation marocaine, tandis qu'un autre tiers réside dans des camps et des zones libérées. De plus, il existe une communauté en exil. Beaucoup de jeunes fréquentent des universités ou des lycées, y compris des internats en Algérie. Un nombre significatif vit également en Espagne et dans divers autres pays européens. Et nous parlons d'une population totale de combien de millions? Non, pas tant que ça. En fait, c'est probablement plus proche de demi-million. Une complication est que le Maroc a amené des colons. Les colons marocains dépassent maintenant en nombre les Sahraouis indigènes dans le territoire occupé par plus de 3 contre 1. Ils sont privilégiés pour les emplois et autres avantages. Ces colons reçoivent pas mal de subventions et d'exonérations fiscales, ce qui encourage les gens à s'y installer. Contrairement à certains colons israéliens en Cisjordanie qui sont motivés idéologiquement, ces colons marocains sont généralement motivés par les incitations. Ils gardent souvent leurs propriétés à Marrakech, Tanger, Casablanca ou d'où qu'ils viennent. Cependant, ils changent considérablement la démographie. Ils essayent d'endoctriner les jeunes Sahraouis en leur faisant parler le dialecte marocain et apprendre l'histoire marocaine du point de vue marocain. Ils leur enseignent aussi le français au lieu de l'espagnol. Et en général, ils font de leur mieux pour effacer l'histoire des Sahraouis. Cela ressemble étrangement à un autre conflit horrible, dont nous discuterons dans la deuxième partie. Permettez-moi plutôt de vous demander à propos de l'histoire coloniale. Dans votre livre, vous parlez d'un consensus entre les Français et les Américains. Cependant, le Sahara occidental était en réalité un territoire espagnol, n'est-ce pas? C'est également pour cette raison que les Sahraouis parlent espagnol. Un téléspectateur sahraoui de cette chaîne m'a contacté et m'a écrit en espagnol. Pourriez-vous parler un peu de cette situation? Eh bien, c'est intéressant. Parler espagnol, même si c'est une langue coloniale, est devenu un signe de résistance face aux Français. Parfois, vous verrez des gens taguer les noms français de différentes rues dans ce que les Marocains appellent l'Ayoun et ce que les Sahraouis appellent El Ayoun, en les remplaçant par les anciens noms espagnols. L'Espagne a accepté de céder le territoire en 1975 sous la pression des États-Unis. C'était lorsque Francisco Franco, le dictateur fasciste de longue date, était sur son lit de mort. Et les Américains ne voulaient pas que l'Espagne soit distraite par un conflit potentiel avec le Maroc, alors qu'ils essayaient de régler les choses. Cette préoccupation était particulièrement aiguë à la lumière du virage à gauche du Portugal l'année précédente, lorsque leur régime fasciste est tombé. Bien que le Front Polisario n'ait jamais été communiste ou même marxiste, il était définitivement de gauche,
faisant partie du milieu révolutionnaire du tiers-monde des années 1970. Henry Kissinger a dit que nous ne pouvions pas avoir une autre révolution comme celle de l'Angola dans l'Atlantique Nord, reflétant sa vision du monde bipolaire notoirement rigide. Il y avait une forte pression sur l'Espagne. Ils ont proposé d'augmenter le loyer des bases et de fournir d'autres types d'aides pour convaincre l'Espagne de céder le territoire. L'Espagne s'est sentie quelque peu coupable depuis lors. Le problème est que, même sous leur gouvernement de centre-gauche, l'Espagne est en réalité devenue quelque peu plus pro-marocaine ces dernières années, s'alignant avec la France et certains autres alliés européens traditionnels du Maroc. La raison en est que l'Espagne n'est qu'à environ 15 km de la pointe nord du Maroc. L'Espagne possède également 2 territoires, Ceuta et Melilla, sur le continent africain, le long de la côte nord du Maroc, sur la Méditerranée. Ces territoires sont des points de passage pour les gens non seulement du Maroc, mais de toute l'Afrique, qui tentent de traverser vers l'Europe. D'autres essaient d'atteindre les îles Canaries, qui se trouvent juste au large de la côte marocaine, dans des embarcations de fortune. Les Marocains ont tenté d'empêcher les gens de partir, mais ils ont clairement fait savoir à l'Espagne que si l'Espagne s'oppose à eux sur les questions du Sahara occidental, ils ne se retiendront plus. En effet, lorsque le président du Sahara occidental, qui réside dans les camps à Tindouf, en Algérie occidentale, a contracté la COVID-19 il y a environ 1 an et demi, il a été transporté en Espagne pour y être traité. En représailles, le Maroc a essentiellement ouvert les vannes à Melilla et a permis à des milliers d'Africains de traverser en territoire espagnol le temps d'un week-end. Cela a servi d'avertissement que le Maroc est prêt à le refaire. C'est une préoccupation à travers l'Europe, en particulier pour les partis de centre-gauche. Ils craignent que s'il y a un grand afflux d'immigrants, ils seront tenus pour responsables, ce qui pourrait involontairement aider l'extrême droite. Essentiellement, nous discutons d'une forme de chantage. Le Maroc a fait pression sur l'Espagne et d'autres pays européens, laissant entendre que s'ils ne soutiennent pas le Maroc sur la question du Sahara occidental, le Maroc permettra un afflux massif de migrants vers l'Europe. De plus, le Maroc a fait pression sur les Européens pour qu'ils signent des accords de pêche et de libre-échange qui ne font pas de distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. Les Européens, désireux de conclure ces accords, se sont conformés. Cependant, chaque fois que ces accords ont été contestés devant la Cour européenne, ils ont été invalidés en raison de l'échec à distinguer entre le Maroc et le Sahara occidental occupé. La Cour a rendu des décisions similaires concernant les produits provenant de la Cisjordanie occupée par Israël et les colonies qui s'y trouvent. Malgré ces décisions de la Cour européenne, les pays européens continuent de soutenir le Maroc dans cette affaire. Ils ont fait appel des décisions et une autre décision est attendue en avril ou mai de cette année sur la légalité de ces accords. C'est incroyable et nous ramène au sujet de l'hypocrisie. C'est une situation similaire à ce que nous observons en Turquie, où l'Union européenne a essentiellement permis à 2 ou 3 millions de réfugiés syriens de rester. Cela a donné à Erdogan un levier de négociation. Il peut dire « Hey, soit vous coopérez, soit vous me laissez tranquille, ou je vais ouvrir ces portes ». Nous voyons l'utilisation structurelle des personnes comme monnaie d'échange. Le Maroc fait la même chose avec l'Espagne et le reste de l'Union européenne. Ils essaient d'établir un fait qui, avec le temps, pourrait être reconnu légalement. Le scandale de corruption dont nous avons entendu parler au Parlement européen, impliquant notamment le Qatar, a reçu le plus de publicité. Cependant, le Maroc est également très impliqué, avec des allégations selon lesquelles ils utiliseraient des valises remplies d'euros pour exercer leur influence.
Bien qu'aucun pays n'ait été aussi loin que les États-Unis et Israël pour reconnaître formellement l'annexion, beaucoup sont prêts à fermer les yeux et à balayer le conflit sous le tapis. Il est frappant de constater que même parmi ceux qui sont au courant de la politique internationale, y compris les militants en solidarité avec les luttes populaires dans le Sud global et les personnes bien éduquées, peu ont entendu parler du Sahara occidental ou comprennent le conflit et ses enjeux significatifs. Bien que le Maroc soit un petit pays en termes de population, si son annexion du Sahara occidental est reconnue, ce serait la première instance depuis la signature de la Charte des Nations Unies où un pays a étendu son territoire par la force et a été formellement reconnu pour l'avoir fait. De même, ce serait la première instance d'un territoire non autonome, considéré comme une colonie, à qui l'on n'a pas accordé le droit à l'autodétermination. Alors que des endroits comme Porto Rico et les Caraïbes françaises ont choisi de faire partie du pays colonisateur, le Sahara occidental n'a pas eu ce choix. Tant qu'ils ne sont pas autorisés à exercer leur droit à l'autodétermination, ils restent une colonie légalement et effectivement la dernière colonie en Afrique. And really the last colony that we see in Africa. Vous avez expliqué pourquoi l'Union européenne et pourquoi la France suit le mouvement. Vous avez également décrit comment l'Espagne est essentiellement sous la menace constante que si elle ne se conforme pas, beaucoup de gens entreront dans le pays. Pourquoi les États-Unis jouent-ils le jeu? Est-ce à cause d'Israël ou y a-t-il une autre raison? Is it Israel or is it anything? Is something else? Oh, the United States has always been strongly pro. Les États-Unis ont toujours été fortement pro-marocains dès le début. Mais pourquoi? C'était vu comme un mouvement que nous voulions supprimer parce qu'il était considéré comme de gauche. Au début des années 80, le Polisario avait effectivement libéré 85% du territoire. Il battait les Marocains. Mais ensuite, sous Reagan, il y a eu une augmentation spectaculaire de l'équipement militaire. En fait, les forces spéciales américaines sont allées au Sahara occidental pour entraîner les Marocains dans de meilleures opérations de contre-insurrection. Les Français ont amené des parachutistes et se sont impliqués. L'Arabie saoudite a envoyé une somme d'argent significative. Ainsi, les États-Unis et la France ont joué un rôle majeur dans le renversement de la situation de la guerre. Les États-Unis voyaient la situation en termes très clairs de guerre froide. Le Maroc a toujours été un allié important des États-Unis en termes de droits de base. À cette époque, une grande partie du monde arabe et de l'Afrique devenait plus de gauche et nationaliste, et dans certains cas même pro-soviétique, expérimentant avec des économies socialistes. Le Maroc a toujours été très ouvert aux investissements étrangers, au capitalisme et aux liens stratégiques. Nous aimions récompenser cela. Quand la guerre froide a pris fin, le Maroc est alors devenu un allié majeur dans la soi-disant guerre contre le terrorisme. Ils étaient près de l'un des sites noirs où les suspects étaient emmenés pour être torturés. C'est plus que, je pense à ce stade, surtout depuis que le Polisario a fait des pieds et des mains pour dire « Attendez, nous croyons en un marché libre. Nous voulons être une puissance de l'Atlantique. » Je veux dire, ils se sont vraiment pliés en quatre. Ils ont un système de gouvernance assez démocratique, avec des élections compétitives et tout ce qui s'ensuit. Il y a la liberté de dissidence. J'ai visité les camps à plusieurs reprises, et c'est l'une des sociétés les plus libres que j'ai trouvées n'importe où dans le monde arabe. Mais je pense que c'est plus pour nuire au roi Mohamed, parce que lui, comme son père, a investi tant de vie, mais de ressources et de tout pour consolider son occupation. Il a convaincu le peuple marocain qu'il l'accueille et qu'ils essayent juste d'arrêter l'agression algérienne. S'ils avaient un référendum libre et équitable et qu'ils le perdaient, les gens seraient assez en colère. Ils sont déjà mécontents du gouvernement à cause de la corruption endémique, de l'incompétence, de la répression politique et du fait que c'est l'un des pires en Afrique du Nord en termes de corruption. Des statistiques sociales, comme la mortalité infantile et l'espérance de vie, sont des choses basiques qui causent beaucoup d'insatisfaction et une incroyable inégalité. Il y a beaucoup de troubles au Maroc.
Et je pense que s'ils allaient de l'avant avec un référendum et que le Maroc finissait par perdre le Sahara occidental, il y a la crainte que cela puisse être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cela pourrait tout changer. Le roi pourrait être renversé et qui sait ce qui le remplacerait. Personnellement, je pense que la monarchie est un peu plus solide que cela. Mais je pense qu'une partie de l'inquiétude sous-jacente est que nous avons juste besoin de soutenir l'allié. La reconnaissance formelle que Trump a accordée, allant plus loin que les administrations précédentes, était en échange de la reconnaissance d'Israël par le Maroc dans le cadre des accords dits d'Abraham. Les Émirats arabes unis et Bahreïn ont été persuadés de signer en leur offrant des accords d'armement spéciaux. Le Soudan a accepté de signer en échange de son retrait de la liste des pays terroristes. Le Maroc a accepté de signer en retour de la reconnaissance de leur prise de contrôle illégale. C'est peut-être pour cela que Biden hésite à annuler la reconnaissance. Il pourrait facilement le faire d'un coup de stylo, mais s'il le faisait, le Maroc pourrait rompre les relations avec Israël en représailles. On pourrait alors accuser Biden d'être contre Israël et le processus de paix. En fait, l'administration Biden n'a pas formellement reconfirmé la reconnaissance. Chaque fois que le secrétaire d'État Blinken ou quelqu'un d'autre est interrogé à ce sujet, ils disent « Nous soutenons les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies ». Mais lorsqu'on les presse de dire s'ils maintiennent la reconnaissance, ils répètent leur soutien au représentant spécial de l'ONU. C'est quelque peu amusant. Cependant, si vous regardez n'importe quelle carte du gouvernement américain, il n'y a aucune distinction entre le Maroc et le Sahara occidental. En revanche, si vous consultez Google, Apple, Ron McNally, National Geographic ou presque toute autre carte, vous verrez le Maroc et le Sahara occidental comme des entités séparées, souvent avec une ligne pointillée pour indiquer une distinction. Mais sur toutes les cartes du gouvernement américain, c'est un seul pays sans aucune démarcation. Cela a-t-il été le cas seulement depuis 2020 ou est-ce ainsi depuis longtemps? Depuis 2020 uniquement. Ouais, donc c'est intéressant de voir comment ces différents pays se retrouvent pris dans un réseau d'inconvénients, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien en soi qui les pousserait à reconnaître cela, mais il y a de bonnes raisons secondaires qui se sont toutes retournées contre les Sahraouis. Mais la situation est-elle actuellement stable à la frontière? Ou pensez-vous que le Maroc va essayer d'éliminer le reste et de prendre le contrôle? Je veux dire, au-delà du Sahara occidental. Parce qu'une partie du Sahara occidental se trouve réellement dans le Sahara. The biggest part of Western Sahara is actually under Oh, Sahara. yeah. I'm control, sorry. right? The liberated zones. Yeah, probably not, simply because. Oui, je suis désolé, les zones libérées. Probablement pas. Simplement parce qu'il n'y a pas de ressources minérales connues là-bas, contrairement aux mines de phosphate lucratives dans la zone marocaine. Toutes les grandes villes sont en territoire marocain et le mur de séparation tient bon. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'incitation pour eux à aller plus loin. Il y a à peine des habitants là-bas, sans parler de toutes les mines terrestres. Il leur serait difficile d'avancer. Cependant, je dois mentionner qu'une des raisons pour lesquelles l'Algérie soutient le Polisario est que le Maroc a des ambitions irrédentistes au-delà du Sahara occidental. Il y a ce concept du Grand Maroc ou Maroc plus grand qui inclut des parties de l'Ouest algérien et pratiquement toute la Mauritanie. En effet, il a fallu au Maroc quelques années pour reconnaître la Mauritanie après son indépendance de la France en 1960. Et en 1963, ils ont envahi l'Ouest algérien dans ce qui a été connu sous le nom de la guerre des sables. Finalement, les Algériens les ont repoussés jusqu'à la frontière internationalement reconnue. Mais il y a des préoccupations concernant l'expansionnisme marocain et leur intérêt à contrôler davantage leur partie du Maghreb. Pour la dernière question ici, dans votre livre, vous utilisez le terme « irrésolution » pour décrire le conflit. À quoi faites-vous exactement référence avec cela? What do you refer to with that one? The fact that it hasn't been resolved.
Le fait que cela n'ait pas été résolu est perturbant et l'impasse est préoccupante, surtout compte tenu des implications juridiques internationales. Cette impasse a conduit à une course aux armements entre le Maroc et l'Algérie, rendant très difficile la consolidation de l'Union du Maghreb arabe. Cela a nui aux économies de la région et a contribué à saper la crédibilité des États-Unis et de certains pays européens. Ces pays sont compromis dans leurs efforts pour unir le monde contre les tentatives de la Russie de prendre d'autres parties de l'Ukraine alors qu'ils soutiennent cette politique d'annexion. Le Maroc a proposé un compromis suggérant un plan d'autonomie pour le Sahara occidental, qui a été approuvé par l'Espagne, la France, les États-Unis et d'autres. Cependant, si vous lisez les petits caractères, l'autonomie proposée offre peu de liberté réelle, avec l'autorité ultime restant entre les mains du roi marocain. Nous avons vu dans le passé comment l'autonomie accordée par des régimes autoritaires, comme Haïl Selassie en Érythrée et la Yougoslavie avec le Kosovo, peut conduire à des effondrements et à des conflits graves. Le problème principal est que si les Sahraouis voulaient l'autonomie sous contrôle marocain, ils devraient avoir le droit de choisir cela. Cependant, la définition de l'autodétermination inclut l'option de l'indépendance, que la proposition marocaine, soutenue par les États-Unis, la France et l'Espagne, ne permet pas. Par conséquent, cela ne constituerait pas un acte d'autodétermination, laissant la situation non résolue. C'est très triste à entendre car cela ressemble à un conflit gelé. Je veux dire, c'est de toute évidence un conflit gelé et cela pourrait s'aggraver. Cela pourrait à nouveau s'intensifier. L'une des choses tristes à ce sujet est que si vous la comparez à l'occupation israélienne, vous verrez que les États-Unis n'ont pas fait pression sur Israël pour mettre fin à son occupation sous prétexte que la direction palestinienne n'est pas unifiée. En plus de l'autorité palestinienne et du Fatah, vous avez le Hamas, le Djihad islamique et le Front populaire. Certains de ces groupes se livrent au terrorisme. Certains ne reconnaissent pas Israël et aucun n'est particulièrement démocratique. En revanche, les Sahraouis occidentaux, représentés par le Polisario, sont unifiés. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec leur politique et qu'il y ait des dissensions, ils sont reconnus comme le seul gouvernement. Il n'y a pas de faction rivale. Ils n'ont jamais remis en question le droit du Maroc à exister, ne se sont jamais livrés au terrorisme et sont relativement démocratiques. En d'autres termes, ils ont à peu près tout fait correctement. Cela envoie également le message que même si les Palestiniens finissaient par se ressaisir, les États-Unis pourraient ne pas soutenir leur autodétermination, comme nous ne le faisons pas pour les Sahraouis occidentaux. Et c'est une autre très mauvaise leçon. Plus de gens auraient entendu parler du Sahara occidental s'ils s'étaient livrés au terrorisme, mais ils ont décidé de ne pas faire cela. Ils ont pris la voie la plus noble. Leur armée de guérilla n'a combattu que les forces d'occupation à l'intérieur du Sahara occidental, et ils ont de nouveau emprunté la voie diplomatique. La récompense est une occupation continue avec le soutien des puissances occidentales, résultant en un conflit gelé.